Il est rentré tard, fatigué, et la maison qui d'habitude accueillait son pas avec un petit cliquetis rassurant lui est apparue étrangère. La porte entr'ouverte laissait filtrer une lumière pâle de la rue. Un silence inhabituel pesait, comme si la demeure retenait son souffle. Antoine posa sa mallette et sentit d'abord l'odeur, une trace de détergent bon marché, la senteur d'une lessive trop forte qui masquait autre chose. Sur la table, la radio s'était tue. Sur le mur, une photo encadrée montrait une femme plus jeune, les cheveux tirés en arrière, le sourire tranquille d'une mère qui a donné sa vie sans regret. Puis il la vit. Madeleine était allongée sur le sol du couloir, à côté du fauteuil dont la toile portait l'empreinte d'années de repas pris sans cérémonie. Sa robe était froissée, ses cheveux grisonnants formaient un halo désordonné sur le carrelage. Des taches violacées parsemaient ses bras et sa joue. Elle respirait, mais faiblement, comme si chaque souffle lui coûtait. Antoine sentit son cœur se fracasser contre sa cage thoracique. Il se pencha, invoqua son nom d'une voix qui tenta de rester ferme. « Maman, c'est moi, Antoine. » Elle ouvrit les yeux, le regard englué, et l'infime mouvement de sa main cherchait la sienne. Les images se gravèrent instantanément. La froideur du sol sous sa paume, le battement trop rapide de son pouls, la photo 2-2 dans ses doigts. Tout en lui reconnut l'urgence et la honte. Il eut d'abord la réponse pratique qu'il connaissait par habitude, appeler les secours, et puis la petite voix coupable qui murmura « Pourquoi ai-je tant tardé à venir? Pourquoi mes visites se réduisaient-elles à des factures payées de loin, à des messages sporadiques au milieu d'une semaine trop chargée ?» À l'hôpital, les médecins tombèrent sans fioriture. Hématomes anciens et récents, signes de dénutrition légère, déshydratation et blessures pouvant être liées à des chutes répétées. Les cliniciens parlèrent avec mesure, référant à la fragilité d'une personne âgée. Antoine écouta sans vraiment entendre. Il entendait plutôt la voix de son enfance, celle de Madeleine qui nettoyait après lui, qui recousait ses chemises, qui ajustait son col. Il revoit ses bras forts, la façon dont elle enveloppait ses nuits d'un récit, d'une soupe, d'un remède. Comment avait-il pu imaginer que l'argent suffirait à remplacer une présence? Cette nuit-là, il ne dormit pas. Retourner chez elle signifiait fouiller un univers intime et accepter le risque d'y trouver plus que des réponses désordonnées. Il avait envoyé de l'argent, réglé des factures, engagé des auxiliaires. Ce que l'homme d'affaires prospère n'avait pas anticipé, c'était la manière dont la solitude et la honte pouvaient creuser des ravines invisibles sous un toit apparemment confortable. Le lendemain, il commença à regarder la maison avec une autre lucidité, comme on inspecte un navire à la dérive. La première personne qui l'interrogea fut Céline, l'aide à domicile qui venait 2 fois par semaine. Elle arriva en retard, les yeux rougis, et parlait d'un ton qui oscillait entre contrition et irritation. Madame Madeleine ne voulait jamais déranger, elle dit qu'elle se débrouillait. Elle me disait souvent « C'est bon, j'ai Antoine ». Antoine sentit une colère sourde remonter. « Vous aviez remarqué ces bleus ?» demanda-t-il. Céline hésita. « Des ecchymoses, oui, parfois. Elle racontait qu'elle était tombée. Elle refusait souvent de me laisser appeler un médecin. Elle avait peur de perdre sa dignité. » Dans le récit de Céline, Madeleine apparaissait comme une femme obstinée, fière, décidée à ne pas être un fardeau. Il y avait là quelque chose de familier, la même fierté qui l'avait nourrie enfant, mais dans la bouche de l'aide à domicile, elle sonnait comme une condamnation silencieuse. Antoine parcourut les pièces. Le salon était net, un peu trop. Des meubles en bois clair que la femme, toute sa vie, avait protégés comme des reliques, paraissaient étrangement espacés, comme si quelques mains avaient emporté des fragments. Dans la chambre, il découvrit l'irrégularité qui réveilla son esprit d'enquête. La literie usée avait été remplacée par un matelas posé à même le sol, recouvert d'une housse propre mais mince. Aucun lit correct. Sur la table de nuit, des médicaments disposés sans ordre, certains périmés, d'autres en quantité incohérente. Un carnet d'adresses soulevé fit apparaître des noms qu'il ne reconnut pas. Au fond d'un tiroir, des enveloppes contenant des reçus, des petits carnets de notes griffonnés par des mains tremblantes. Il trouva aussi des papiers qui le firent hésiter. Un relevé bancaire où figuraient de petites sommes retirées en espèces à des dates irrégulières, des reçus de bijouterie avec des noms légèrement effacés et un document de la maison de retraite où elle avait refusé l'admission par fierté. « Je préfère rester chez moi », avait-elle inscrit. Lire ces lignes fut comme déchirer un voile. Madeleine n'était pas seulement seule, elle présentait des signes d'avoir donné jusqu'à l'essentiel pour protéger quelque chose ou quelqu'un. La question qui se forma dans la bouche d'Antoine fut aussi simple qu'implacable. Pourquoi avait-elle renoncé à un lit? La voisine, Jeanne, vint le voir, encore sous le choc. Elle apporta des détails qui s'accrochaient à la lui.
J'ai vu un homme une fois par la fenêtre. Il venait tard. Il portait une montre à bracelet large. Non, je ne suis pas sûr. Il semblait tenir une petite liasse. Je l'ai vu partir avec une boîte. » Ces mots étaient hésitants, tissés d'heures d'observation qu'on ne fait que lorsqu'on habite près des autres et qu'on prête attention à l'insolite. Jeanne lui tendit une photocopie d'un flyer d'un marché aux puces local où l'on annonçait une vente d'argenterie et de bijoux. Quelques noms griffonnés sur un agenda, des rendez-vous pris tard dans la journée pour « faire le tri », donnèrent une nouvelle dimension au mystère. Antoine sentit la colère et la honte se mêler. Il imaginait sa mère marchandant ses souvenirs, ses bagues, pour de sommes modestes, refusant de gêner son fils. Il vit des mains pliées, des nuits passées à compter des pièces. Il se surprit à répéter les mots que Madeleine lui avait dits des années auparavant, l'écart entre son passé de lutte et son présent de confort. Tout d'un coup, cet écart paraissait une trahison familiale par omission. Mais il se retint de juger à voix haute. Il savait combien la vérité pouvait être complexe et douloureuse. Il appela sa sœur, Patricia. Leur conversation fut brève, sèche. Patricia vivait loin et semblait agacée par la nécessité de preuves. « Tu envoies de l'argent, Antoine. Tu manges la culpabilité comme une morale facile. Je suis occupé, je travaille. Je peux venir, mais ne dramatisons pas. » Ce ton, qui avait parfois servi de mécanisme pour elle, le blessa. Il y avait dans la voix de Patricia une promptitude à écarter l'émotion, comme si entreprendre une action signifiait admettre un échec personnel. Antoine raccrocha avec le sentiment qu'il n'aurait pas d'aide immédiate de sa part et une solitude accrue dans sa recherche de vérité. Les premiers instants d'enquête furent méthodiques. Il prit des photos, nota les dates des reçus, photocopia les pages du carnet. Il consulta à distance le dossier médical accessible par l'intermédiaire du médecin généraliste qui avait suivi Madeleine. Des visites répétées au service d'urgence, des plaintes adressées à demi-mot, des ordonnances renouvelées sans contrôle régulier. Rien d'extraordinaire pour l'administration, mais la trame d'une négligence longue et têtue. Un médecin, en toute prudence professionnelle, prononça le mot que personne ne voulait dire au tôt. Isolement. Antoine sentait ce mot comme une accusation qu'il ne savait pas encore si elle était adressée. La maison cachait aussi des traces plus subtiles de déchirement. Une lettre froissée dans un livre de cuisine, une lettre écrite par Madeleine mais jamais envoyée. Dans son écriture inclinée, on lisait des fragments. « Ne me faites pas honte. Si je vends ceci, vous ne le saurez jamais. Je n'ose pas te demander. » Ces morceaux de phrases tenaient comme des lambeaux d'une dignité blessée. Il y avait là le cœur de la douleur, une femme qui préférait disparaître dans la dignité plutôt que de devenir un poids. Alors il décida d'agir, non seulement avec empressement, mais avec la ruse d'un fils craignant autant la vérité que la honte. Il fit installer une caméra, discrètement, dans l'encadrement d'une lampe du couloir. Il savait que cela flirtait avec une zone grise, piéger la vérité sans le consentement explicite, mais il justifia sa décision par la nécessité de savoir. C'était une mesure de dernier recours, prise avec malaise, mais dictée par l'urgence de protéger celle qui lui avait tout donné. Cette scène l'obsédait. L'idée même d'observer sa mère dans la nuit, de scruter ses mots et les gestes de ceux qui venaient, lui coûtait la paix. Il prit soin d'éviter toute caméra dans des zones intimes. Son but n'était pas d'humilier, mais de comprendre. Les jours suivants, il passa une partie de ses nuits devant l'ordinateur, à revoir des séquences. La caméra avait enregistré des allées et venues ténues, la vieille horloge marquait des fois d'absence gênantes, des silhouettes floues se glissaient, parfois seules, parfois tenant quelque chose. Une nuit, on vit un homme entrer, lentement, avec une démarche qui évoquait la familiarité. Il parlait bas, s'asseyait, plaçait ses mains sur les épaules de Madeleine. Antoine sentit ses doigts se refermer sur la souris si fort que la peau devint blanche. L'homme n'était pas le visage du voisinage habituel, il portait une veste sombre et une montre au bracelet large. Une montre que, bizarrement, il croyait avoir déjà vue au poignet d'Adrien, l'oncle de la famille, lors d'un déjeuner d'anniversaire. Mais l'image était floue et la reconnaissance ne vaut pas preuve. Antoine observa, plus qu'il n'espérait voir, et peu à peu, des motifs se dessinèrent. Des petits sachets déposés près du fauteuil, des billets glissés dans la doublure d'un coussin, des mots que Madeleine murmurait en se recroquevillant. Une fois, l'homme sortit en emportant une petite boîte. L'enquête visuelle s'emboîtait avec la réalité des reçus retrouvés, un registre de vente discrète, quelques bijoux,
un couvercle d'écrin vide. Les images révélèrent aussi un autre fait difficile à avaler. La femme, souvent, refusait la tablette chauffante, les soins appropriés. Elle s'entêtait à dormir sur le matelas posé au sol. Quand l'homme entrait, elle le regardait d'un air presque reconnaissant, comme s'il apportait quelques secours que les visites officielles n'avaient plus donnés. Il y avait un autre témoignage qui renforçait l'étrangeté. Céline confessa, hésitante, qu'un soir, la porte s'était ouverte sur un visiteur réclamant la présence de Madeleine. Il a dit qu'il venait pour régler certaines choses. Elle nous a demandé de ne rien dire. L'aide à domicile garda la tête baissée. Le silence de Madeleine prenait la forme d'un pacte implicite. Elle gardait des secrets comme on garde des trésors perdus. Antoine ressentit la force d'une double trappe. Sa mère se protégeait d'une humiliation sociale et en même temps, elle se fermait à l'aide qui aurait pu la sauver. Il se demandait si la honte ne l'avait pas rendu complice de sa propre dégradation. La tension monta lorsqu'en examinant une série de messages sur le vieux portable de Madeleine, il trouva des échanges ponctuels avec un contact enregistré sous un diminutif, J. Les messages étaient tendres, parfois pressants. « Ne t'inquiète pas pour l'argent. »« Je passerai demain. Garde secret. » Il y avait dans ces mots la trace d'une relation ambivalente, aidante peut-être, mais aussi exigeante. L'instinct d'Antoine le poussa à chercher qui se cachait derrière ce J. Le nom n'apparut jamais en entier. Le numéro était bloqué. Dans les correspondances, il trouva des remerciements pour des colis et une fois une photo d'un bracelet nu. La suspicion s'épaississait, mais Antoine savait qu'elle devait être pesée. Il convoqua alors un petit cercle, la voisine Jeanne, Céline et une infirmière de l'hôpital qui avait examiné Madeleine quelques jours auparavant. Ils s'assirent autour de la table de la cuisine et chacun raconta ce qu'il savait. Les récits se juxtaposèrent sans s'aligner tout à fait. Jeanne parla d'un homme, Céline d'une demande de silence. L'infirmière évoqua une patiente qui minimisait ses souffrances par peur d'être un fardeau. Antoine écouta tout, prenant des notes. À la fin, il parla peu, mais avec fermeté. « Je veux comprendre ce qui se passe ici. Je veux savoir pourquoi ma mère dort par terre, pourquoi elle vend ces choses, pas pour blâmer, mais pour arrêter cela. » Sa voix n'était pas accusatrice, elle voulait être une encre. Un après-midi, en fouillant une armoire, il tomba sur des courriers scellés destinés à d'anciens propriétaires de la maison, et plus troublant encore, sur un carnet où sa mère avait noté des noms et des montants. Les chiffres n'étaient pas importants en eux-mêmes, ils formaient la carte d'un itinéraire. 10,02, bijoux, 150 €. 24,02, montre, 80 €. 0,23, personne, Noël, 200 €. Combien de fois avait-elle troqué ses souvenirs matériels pour préserver une paix qu'elle jugeait préférable au tumulte familial? Antoine lut ce carnet comme on lit un testament de survie. Il pensa à la détresse silencieuse, vendre ses choses pour couvrir des dettes cachées, peut-être contractées pour d'autres membres de la famille, ou pour acheter du calme. Chaque opération financière correspondait à une décision intime, protéger quelqu'un, payer une dette ancienne ou cacher une faiblesse. Le soir où il regarda la vidéo où l'homme prenait la boîte, il fut assailli par une colère mesurée. Il n'était pas sûr de l'identité de cet homme. Il n'avait pour l'instant que des fragments, une montre, une démarche, un gabarit. Mais très vite, il sut qu'il ne pourrait compter uniquement sur des suppositions. Pourtant, il ressentit l'obligation morale de confronter. Sa mère, de son point de vue, avait besoin de protection immédiate. Le reste pouvait attendre les conclusions d'une enquête plus formelle. Il commença à élaborer un plan pour obtenir davantage d'éléments, parler à l'oncle Adrien, questionner Patricia avec plus d'insistance, faire appel à une assistante sociale. Tout en planifiant, il redoutait de se heurter à une défense de clan, le silence des proches ou la minimisation. Dans l'intimité, il se replongeait dans des souvenirs d'enfance, minuscules éclats qui expliquaient la force de son attachement et la violence de sa culpabilité. Il se souvint d'un hiver où Madeleine avait vendu son manteau pour payer les réparations d'une vieille voiture qui les emmenait à l'école, d'un été où elle avait vendu des pommes du jardin pour que son fils puisse suivre un cours de musique. Ces souvenirs n'étaient pas des récriminations, mais des preuves d'amour. Et pourtant, il lui rappelait aussi qu'il n'avait jamais imaginé que l'amour maternel puisse se retourner contre la dignité d'une vie vieillissante. Son cœur alternait entre admiration et honte. Il s'en voulait d'avoir cru qu'un virement bancaire remplacerait la présence aimante.
Les conversations avec l'oncle Adrien furent tout sauf simples. Adrien arriva, visage fermé, alléguant des obligations. Il parla de maladies normales et de la difficulté à surveiller constamment quelqu'un de fragile. Lorsqu'Antoine évoqua les retraits et les ventes, Adrien haussa les épaules. Les gens vendent des choses, c'est parfois la réalité, mais je n'ai jamais pris quoi que ce soit, je suis ton oncle. Sa voix était calme, mais ses yeux fuyants trahissaient une défense mal dissimulée. Antoine nota dans son esprit ce mélange d'agacement et de franchise différée. Il savait que la vérité ne se laisserait pas attraper par une seule confrontation. Il lui faudrait du courage, encore plus de patience, et la volonté de regarder la honte en face. Les jours suivants, Antoine redoubla de prudence. Il contacta une assistante sociale et se renseigna sur les aides possibles, hébergement temporaire, soutien à domicile et surtout la possibilité d'une évaluation formelle de la situation de sa mère. Il se heurtait à des bureaucraties lentes, mais il sentait la nécessité d'agir dans le cadre légal. Il ne voulait pas transformer son inquiétude en accusation hâtive. Pourtant, la pression interne augmentait, et chaque minute distante lui semblait un kilomètre de plus dans la marche qui séparait Madeleine d'une aide digne. Une nuit, alors que la maison semblait respirer plus fort, il trouva sa mère assise sur le rebord de la fenêtre, le regard fixe vers la rue, une lumière d'attente dans le visage. Elle tenait entre ses doigts une boîte vide, comme si sa fonction première de contenant avait disparu. Antoine s'approcha sans bruit. Elle ne se tourna pas immédiatement, sa voix fut à peine un souffle. « Tu es venu, » dit-elle. Il s'agenouilla à sa hauteur et sentit dans sa main la chaleur d'une vie rugueuse par l'effort. « Maman, pourquoi m'as-tu caché des choses? Pourquoi dors-tu par terre ?» Elle resta silencieuse, comme si le récit allait dérober quelque chose d'essentiel. Puis, dans un murmure qui balbutiait des années de peur et de protection, elle commença à parler. Les mots sortirent lentement, choisis comme les pierres d'un mur ancien. « Je voulais te protéger, » dit-elle. « Je ne voulais pas être un fardeau. J'ai pensé que si je vendais quelques bijoux, si je disais que tout allait bien, tu ne serais pas pris par le souci, par la culpabilité. J'avais peur qu'on te voie comme un homme incapable de t'occuper de ta mère. » Sa voix se brisa sur la dernière syllabe. Antoine sentit la vérité, mais aussi la tragédie de sa logique. Une mère prête à sacrifier sa propre dignité pour ménager l'image de son fils. La confession, si ténue soit-elle, agissait comme un éclair sur une mer sombre. Pour Madeleine, la honte était un rempart. Pour Antoine, elle devint l'aveu d'une blessure plus vaste. Mais il resta encore des zones d'ombre. Qui bénéficiait de ces ventes? Qui insistait pour que le silence soit gardé? Les réponses n'étaient pas toutes là, et la scène de la fenêtre demeura suspendue entre le soulagement et l'effroi. Il savait désormais que la réparation ne se limitait pas à acheter un nouveau lit. Il fallait retrouver la dignité, comprendre les transactions, mettre fin aux pressions. Et surtout, être présent. Il prit la décision, encore floue dans ses conséquences, de ne plus envoyer uniquement de l'argent. Il allait s'installer plus souvent, organiser des visites plus longues et, pour commencer, remédier aux besoins immédiats. Un vrai lit, une alimentation adaptée, un suivi médical renforcé. Mais il se promit aussi de comprendre la nature exacte de ces relations ambiguës qui gravitaient autour d'elle. Les vidéos lui donnaient des indices, les récits, des pistes. Il ne pouvait pas encore pointer un coupable. Il pouvait simplement rassembler, avec patience, chaque fragment de vérité. La maison, ces jours-là, devint un chantier de soins et d'interrogations. Des professionnels vinrent, des papiers furent signés, des bras se tendirent. Antoine sentit sa vie se redéployer autour de ce noyau familial. Il réalisa que sa richesse, jusque-là mesurée en chiffres et en biens, devait désormais se convertir en temps et en présence. Il décida d'engager une infirmière à plein temps, mais aussi de créer un espace où sa mère pourrait parler sans peur d'être jugée. Il savait que ces gestes physiques seraient indispensables, mais insuffisants s'ils n'étaient pas accompagnés d'une vérité dévoilée.
Il comprit que les replis de honte pouvaient être plus dangereux que le danger visible. Une mère qui refuse d'admettre ses besoins, des proches qui minimisent et des étrangers qui, peut-être, profitent d'une vulnérabilité. Mais il savait aussi qu'il faudrait faire attention à ne pas réduire les relations humaines à des schémas de prédateurs et de victimes. Madeleine restait une personne entière, avec ses raisons, ses secrets et une volonté de protéger ceux qu'elle aimait, même au prix d'elle-même. La maison, enfin, commença à changer d'atmosphère. Quelques objets disparus furent remplacés par d'autres, plus pratiques, moins chargés d'histoire. La présence d'Antoine, même sporadique, apporta un apaisement. Pourtant, la tension restait, comme une corde tendue. Qui venait la nuit? Pourquoi les ventes? Et surtout, que pensait Madeleine, au plus profond d'elle-même, de ce choix d'isolement? Ces questions demeuraient suspendues, prêtes à éclore à la moindre découverte. L'un des soirs où les ombres glissaient plus longues, Antoine reçut un appel qui le laissa immobile. C'était une voix étrangère, sans introduction. « Il faut que vous sachiez quelque chose sur votre mère. » La ligne se coupa avant qu'il n'ait eu le temps de répondre. La phrase resta là, ouverte, telle une porte entr'ouverte dans un couloir obscur. Antoine posa là son appareil, le regard perdu vers la fenêtre où se dessinait la silhouette familière de la maison. Les réponses semblaient proches, mais toujours un peu hors d'atteinte. Il se leva, déterminé, et marqua une nouvelle résolution. Il continuerait à chercher, non seulement pour réparer, mais pour que la vérité, quelle qu'elle fût, rende enfin leur dignité à Madeleine. La voix anonyme au bout du fil avait résonné comme une clé qu'on glisse lentement dans une serrure vieille de plusieurs saisons. Antoine resta un long moment immobile, la lumière de la pièce jetant des ombres nettes sur la boîte vide que sa mère tenait encore. Il sentit que les pièces du puzzle s'alignaient, mais que, entre elles, restaient des vides muets qu'il fallait combler avec soin. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous, suivez avec lui la quête de vérité et la reconstruction d'une dignité trop longtemps piétinée. Le lendemain matin, Antoine reprit son travail d'arpenteur de vérité. Le téléphone ne reprit pas, mais la phrase avait semé le doute comme une graine. Il établit une liste de personnes à contacter, priorisant celles qui, selon lui, pourraient lever un coin du voile. Le propriétaire du petit magasin d'antiquités en face du marché, la caissière du tabac où sa mère avait l'habitude d'acheter un journal, et un certain monsieur Lemaire, présenté sur un reçu de vente retrouvé dans un tiroir. Le magasin d'antiquités était un réduit où l'odeur de bois ancien se mêlait à celle d'un café tiède. L'homme derrière le comptoir, un quinquagénaire à l'air fatigué, consulta son registre d'achat avec des doigts jaunes de tabac. « Oui, j'ai acheté une boîte, un plateau argenté, reçu daté du 2 mars. Elle est venue 2 ou 3 fois. Elle payait en espèces et disait que c'était pour aider quelqu'un qui avait besoin. Sa voix n'avait rien d'accusateur. C'était celle d'un homme qui voyait défiler des vies sans toujours les comprendre. » Antoine ressentit une nouvelle intensité. Les ventes étaient réelles, les objets circulaient, mais la logique derrière ces échanges restait secrète. Au même moment, en confrontant les détails bancaires, Antoine trouva de petites opérations vers un compte apparemment anonyme, retraits en liquide, paiement chez des brocanteurs et surtout un virement sporadique d'un montant modeste adressé certains mois à une personne nommée J.L. Les lettres seules n'avaient pas la force d'une condamnation, mais elles éclairaient un chemin. Il conserva chaque document comme on garde une carte de navigation précieuse. Il entra ensuite en contact avec la police locale, non pas dans une logique punitive, mais pour signaler une possible exploitation d'une personne vulnérable. Les policiers prirent note, firent des recommandations et proposèrent une prise en charge administrative si des infractions étaient avérées. Antoine garda la prudence chevillée au corps. Il ne voulait pas brûler de pont, mais il ne voulait pas non plus laisser sa mère seule face aux prédateurs de l'ombre. La rencontre avec l'officier lui apporta une sorte de soulagement méthodique, un dossier officiel, des procédures, des gens dont c'était le métier d'enquêter. Dès lors, les éléments s'enchaînèrent avec l'épaisseur d'une narration soigneuse. La visite au pawn shop permit de récupérer la trace d'objets vendus, date, nom, même si parfois ceux-ci étaient tronqués. Un petit bijou avait changé de main le 10 février, un plateau était passé le 24 du même mois.
Le gérant de la boutique parla d'un acheteur régulier, un homme qui venait chercher des lots de petite taille, souvent en argent ou en bijoux peu ostentatoires. Il ne faisait pas grand bruit, il payait comptant et je ne lui ai jamais demandé d'identité. Beaucoup de gens font ça. Son ton laissait comprendre que pour lui ce commerce était une affaire comme une autre, et que la majorité des histoires qui s'y nouaient ne dépassaient pas les cadres de la nécessité. Antoine poursuivit ses confrontations en ordre croissant de sensibilité. Il revit la voisine Jeanne, qui avait une mémoire tenace des heures creuses fines. Devant lui, son visage s'assombrit en revoyant la silhouette de l'homme à la montre. Elle ne pouvait donner un nom, mais elle sut décrire une démarche, un petit mot, un geste lorsque l'homme prenait congé. Ces détails, apparemment anodins, devinrent aux mains d'Antoine de petites pièces d'horlogerie qui, assemblées, produiraient une mécanique. Il nota tout, répétant mentalement que la véracité ne résidait pas dans un souvenir isolé, mais dans la convergence des récits. Il concentra aussi son attention sur les personnes proches de Madeleine qui pouvaient porter une part de vérité plus aiguë. Sa sœur Patricia, l'oncle Adrien et Céline, l'aide à domicile. Il choisit un ordre stratégique. D'abord Adrien. La rencontre eut lieu sous la pression d'une chaleur d'après-midi dans un café où les tasses tremblaient légèrement au son des conversations. Adrien venait d'un autre monde, une voix mesurée, des gestes qui ne trahissaient aucune hâte. Il affirma son affection pour sa nièce et nia sans emphase toute implication directe. « Les choses s'usent, dit-il. Les gens vendent, c'est tout. » Mais il n'argumenta pas quand Antoine mentionna la montre, la silhouette capturée, la présence du même anneau repéré sur sa main lors d'un repas de famille. Adrien se crispa, puis, après un silence qui en disait long, admit « J'ai aidé, parfois. J'ai pris des choses, oui, pour couvrir des urgences, une fois ou deux, mais je n'ai jamais... » Sa phrase tomba, incomplète et lourde. Pour la première fois, la possibilité d'une complicité paternelle, maladroite, se dessina. Un oncle qui, par désir d'être utile, avait fait des choix discutables. Antoine sentit l'air se raréfier autour d'eux, il avait devant lui quelqu'un qui se savait pris mais peinait à avouer l'ampleur de son geste. Madeleine ne fut pas facile à joindre. Lorsqu'il obtint enfin son accord pour se voir, sa voix au téléphone avait cette lourdeur de qui se croit acculé. Elle vint, la mine tendue, comme si chaque réunion familiale était une épreuve. La confrontation prit la forme d'une succession de petits éclats plutôt que d'une explosion. Des mots coupés, des répliques sèches, des soupirs qui dessinaient des années de non-dits. « On n'a jamais voulu te blesser, Antoine. On fait ce qu'on peut. » Mais sous les défenses, Antoine perçut une fatigue qui sentait l'excuse habituelle, la justification du quotidien. Il revint encore et toujours sur la lettre froissée trouvée dans le livre de cuisine. Cette lettre, inachevée, contenait des phrases fragmentées. « Je préfère que tu ne... Je ne veux pas t'embarrasser. Si je donne, c'est pour... » Sa lecture en creux donnait une vérité plus large. Madeleine avait pris sur elle un fardeau qui allait au-delà de la sphère individuelle. Peut-être cherchait-elle à protéger plus qu'une seule personne. Peut-être était-ce toute une famille qu'elle avait voulu préserver de la honte d'une dette, d'un échec, d'une maladie cachée. Antoine commençait à envisager que certains secrets n'étaient pas de la part d'un seul prédateur, mais le résultat d'un fragile équilibre duquel sa mère avait été l'élément sacrificiel. La clé vint d'un détail anodin. La boîte vide que sa mère tenait sur le rebord de la fenêtre portait une étiquette marquée d'un nom, presque effacé par le temps. Ce nom, recoupé avec un reçu retrouvé dans un tiroir, donna une piste. Le nom était celui d'un petit atelier de réparation de montres où travaillait un certain Jonas, le J que l'on voyait dans les messages. Jonas, lorsqu'Antoine alla le voir, eut d'abord une attitude hautaine, puis se referma comme une fleur qui se replie sous la pluie. Le pauvre atelier sentait l'huile, le métal et la solitude des objets réparés. Jonas reconnut avoir aidé Madeleine, mais parla d'une manière qui cherchait à minimiser. « Je lui donnais juste un coup de main, dit-il. De petit près, elle me rendait ce qu'elle pouvait. » Sa phrase contenait à la fois une justification et un aveu. Antoine, armé de preuves minces mais concordantes, décida d'inviter les acteurs principaux à une réunion dans la maison même de Madeleine. Il ne voulait pas d'une mise en scène accusatrice. Il voulait un endroit où la vérité pouvait se dire, où chaque regard pouvait être confronté à l'autre sans l'artifice d'une salle d'interrogatoire. Il fit asseoir Jeanne, Céline, Adrien,
Patricia, et comme dernier maillon, l'infirmière Claire qui avait examiné Madeleine à l'hôpital. Il plaça aussi la petite tablette où les extras des vidéos seraient montrés, non pour humilier, mais pour éclairer. La douleur de ces moments fut lente, comme un grincement qui finit par céder. Antoine alluma la tablette et, sans sensation de voyeurisme malsain, fit défiler quelques séquences. On vit l'homme entrer, s'approcher de Madeleine, rester en retrait, placer un petit paquet près du fauteuil, puis repartir. Les visages autour de la table se figèrent. Céline baissa les yeux, Jeanne resserra les mains, Adrien détourna le regard. Puis, sans que personne l'ait demandé, Patricia brisa le silence. « Je savais, mais je me disais, c'est sa décision, elle ne voulait pas être un poids. Et puis, chaque fois que j'ai voulu intervenir, j'ai redouté sa colère. » Sa voix trembla, et la vérité se déposa comme une poussière sur le bois de la table. Culpabilité, honte, amour mal exprimé. L'un après l'autre, les éléments furent posés sur la table. Les reçus, les photographies, les extraits de messages. Adrien, confronté à la force des preuves, céda à un aveu dont la modestie était presque plus lourde que la faute. « J'ai vendu certaines choses, dit-il. Pas pour moi, pour des dettes anciennes. J'ai demandé l'aide de Jonas pour écouler discrètement. Je croyais t'aider. » Il ne se défendit pas davantage. Son regard cherchait un pardon qu'il n'avait pas le droit d'exiger. La confession fit naître chez Antoine une contrariété complexe. Colère et compréhension se télescopaient. Adrien n'était pas un monstre, mais sa tentative de protéger s'était transformée en instrument d'humiliation. Jonas, face à la preuve qu'il acceptait des objets et qu'il avait entretenu une relation d'aide intéressée, s'ouvrit à son tour, mais d'une manière plus sombre que nulle autre. Il parla d'une promesse de réciprocité, de la croyance qu'il offrait une aide que les autres n'osaient donner. Il nia la violence physique, mais admit avoir profité de la solitude d'une femme âgée pour établir un rapport de dépendance. « Je me disais que je l'aidais, dit-il d'une voix pâteuse, et puis, petit à petit, je me suis habitué aux choses. C'était plus facile que d'affronter ma propre misère. » Sa confession fut un éclair froid. Il n'avait pas levé la main, mais il s'était immiscé dans une brèche de dignité. La réunion ne se termina pas par un procès, elle se termina par la reconnaissance d'une vérité plus large. La souffrance de Madeleine n'était pas l'effet d'un seul acte, mais l'accumulation d'abstentions, de petits arrangements, d'une culture du silence qui valorisait l'apparence sur la présence. Madeleine, couchée dans la chambre désormais repensée, regardait le défilé des visages. Elle se souvenait des moments où elle avait choisi de taire, non pas par faiblesse, mais par amour. Elle se souvenait de la gêne ancienne, du réflexe de protéger son fils des failles familiales. Lorsqu'elle prit la parole, sa voix fut fragile mais claire. « Je ne voulais pas que vous vous sentiez responsable, je ne voulais pas que ma vie devienne une source d'angoisse. » Il y avait dans ces mots la noblesse d'une renonciation et la tragédie d'une décision malheureuse. Antoine sentit ses poumons se remplir d'une douleur douce amère. Il aimait cette femme, et il venait seulement d'apprendre le coût de son amour. Il prit ensuite une décision qui fut autant administrative qu'émotionnelle. Il engagea une procédure simple pour récupérer ce qui pouvait l'être. Avec l'aide de la police et du gérant du magasin d'antiquités, il obtint la restitution partielle de certains objets. Pas tout, mais assez pour constater que la machine transactionnelle avait laissé des traces. Les objets, humbles et polis par le temps, retrouvèrent un sens nouveau. Ils devinrent indices et symboles d'une histoire que l'on refusait désormais d'ignorer. La reconstruction prit des formes concrètes. La chambre de Madeleine fut refaite. Un vrai lit, une couette adaptée, des coussins. Antoine fit appel à une infirmière spécialisée pour assurer un suivi régulier. Il modifia le contrat avec Céline, offrant une présence plus structurée et exigeant des comptes clairs. Il organisa aussi des visites plus fréquentes, interrompant le cycle d'absence qui avait contribué à la solitude. Ces gestes apparurent comme des actes de réparation, mais Antoine savait qu'il ne suffisait pas à un pan entier de la blessure. Il restait la honte secrète, l'habitude de cacher, qui réclamait une attention plus délicate. La confession de Madeleine, pourtant, ne parlait pas uniquement des ventes. Dans un moment de lucidité, elle confessa une autre vérité qui fit vaciller Antoine. Elle avait, pendant des années, accepté de sacrifier certaines choses non pas uniquement pour protéger la réputation du fils, mais pour aider d'autres membres de la famille,
pour payer un emprunt d'un cousin, pour aider un voisin tombé malade, pour soutenir, honteusement, la vie d'une fille qui avait choisi des routes dangereuses. Ces trésors avaient été convertis en mémoire d'une solidarité mal comprise. Antoine comprit que le mécanisme de la honte familiale l'avait poussé à être le coffre-fort de problèmes que personne n'osait affronter. « Je pensais que si je faisais disparaître les preuves, dit-elle, alors vous ne seriez pas accablé. Je pensais que c'était une façon d'aimer. » Cette révélation jeta un autre éclairage sur les responsabilités partagées dans la maison. La vérité ne livrait pas un coupable unique, elle exposait plutôt un tissage de peur, de protection mal conçue et d'une culture où on rendait l'amour sans demander d'aide. Antoine sentit sa colère se transformer en une énergie plus utile, réparer et reconstruire, mais aussi changer la culture qui avait permis cette logique. Il prit rapidement 2 initiatives. D'abord, une restructuration familiale, une série de réunions régulières pour parler des besoins, des obligations et des responsabilités, sans honte ni accusation. Il imposa des règles simples, chacun devait contribuer selon ses moyens, et les décisions financières seraient prises en commun et consignées. Cela permit de réduire la possibilité d'arrangements occultes et de restaurer une logique de transparence. Patricia, touchée par la honte et la prise de conscience, s'engagea à participer activement, non plus par déni, mais par responsabilité. La deuxième initiative fut plus large. Antoine décida d'utiliser ses moyens pour créer une réponse structurée à l'isolement des personnes âgées dans le quartier. Il lança un projet pilote, en partenariat avec l'association locale et l'hôpital, visant à fournir des lits, des visites régulières et une ligne de téléphone de soutien pour les personnes âgées vulnérables. L'idée naquit d'un constat simple. Si l'argent était utile, il n'était rien sans présence. Le projet permit d'embaucher plusieurs aides à domicile et de créer un réseau de vigilance qui, sans être policier, permettrait de détecter tôt les signes de vulnérabilité. La mise en œuvre du projet prit des semaines et des mois d'organisation. Antoine contacta des associations, rencontra des travailleurs sociaux, calibrant chaque action pour respecter la dignité des concernés. Il demanda à Madeleine de participer modestement, non pour l'exposer, mais pour lui rendre une place de témoin et d'autorité morale. Elle, qui avait tant donné, devait pouvoir témoigner de l'importance de la présence humaine. Au début, elle fut réticente. Puis, peu à peu, elle accepta de participer à des rencontres où l'on parlait de solitude, de honte et des relations familiales. Son regard, posé sur des personnes qui l'écoutaient, prit une couleur apaisée. Il y eut des moments difficiles. Certains voisins critiquèrent Antoine pour avoir agité l'affaire. D'autres se montrèrent méfiants face à la présence d'une caméra et de rapports administratifs. Mais la plupart accueillirent l'initiative comme une réponse à un malaise social. Les réunions publiques permirent de lever des tabous. On parlait des pressions financières, de la honte, des dettes cachées, et surtout de la nécessité d'une solidarité concrète qui s'inscrivait dans le quotidien. Le projet prit forme. Des visites bimensuelles, des relais pour le nettoyage et les courses, des rendez-vous médicaux facilités et un numéro d'urgence qui fonctionnait comme une main tendue plutôt que comme une police de morale. À l'intérieur de la maison, la réconciliation fut lente. Certaines paroles restèrent suspendues pendant des semaines. Des pardons murmurés, des regards qui tentaient de recomposer les pièces d'une image plus douce. Adrien, soulagé d'avoir pu enfin confesser, s'engagea à rembourser ce qu'il pourrait, dans la mesure du possible, et à participer au projet. Patricia, elle, présenta des excuses que personne ne lui avait demandées, mais qui vinrent du fond d'une culpabilité honnête. Céline, l'aide à domicile, obtint un statut plus stable avec un contrat clarifié et une possibilité d'alerte sans crainte de perdre son emploi. Jonas, quant à lui, fut invité par la justice à répondre des éléments qui ressortaient de l'enquête. Il ne s'agissait pas d'une vengeance, mais d'un geste pour éviter que d'autres personnes ne subissent le même sort. Le temps, sans penser toutes les blessures, calma l'aigu. Les marques physiques sur le corps de Madeleine s'estompaient lentement avec des soins adaptés. Sa dignité, quant à elle, dépassa les soins matériels. Elle reçut l'écoute qu'elle avait toujours redoutée. Antoine, qui se retrouvait souvent en train de la regarder dormir paisiblement dans son lit reconstruit,
comprit combien l'argent, sans distribution de temps et d'attention, était une monnaie qui se rongeait vite. Il avait appris que la présence quotidienne était une médecine à part entière. Le jour de l'inauguration du projet social, la petite salle communale fut pleine. Il y avait des voisins, des soignants, des représentants de l'association et, comme invitée d'honneur, Madeleine elle-même, coiffée d'une écharpe claire. Antoine prit la parole. Il parla sans phare, évoquant la honte, l'erreur et la nécessité de transformer le ressenti en acte. Il ne fit pas de grandes promesses, il parla de petites étapes, de la force d'une chaise à côté d'une autre chaise, d'une visite qui devient une habitude. Il invita chacun à apporter un geste, un coup de téléphone, une boîte de petits médicaments, une tasse de thé. Il conclut en dédiant l'initiative à toutes les personnes âgées qui, dans le silence, avaient renoncé à demander de l'aide. Madeleine, à la fin, prit la parole d'une voix douce. Elle raconta, sans s'appesantir, qu'elle avait choisi de garder le silence par amour, et que cet amour, mal orienté, avait servi d'excuse à l'isolement. « Si j'avais su, dit-elle, j'aurais demandé, j'aurais dit « j'ai besoin de toi ». Sa phrase suspendit la salle. Il y eut des larmes, des regards qui se cherchaient, des mains qui se joignirent. La cérémonie fut à la fois modeste et profonde. Des sachets de confiture, des fleurs et la promesse d'un système d'écoute. La suite fut celle d'une reconstruction patiente. Antoine partageait son temps entre son entreprise et la maison de sa mère. Il apprit à organiser ses journées autrement. Des après-midi libres pour des promenades, des soirées où il lisait avec Madeleine, des matinées où il prenait le petit déjeuner en sa compagnie. Ces gestes, simples, eurent plus de portée que n'importe quel transfert bancaire. Les cicatrices émotionnelles restèrent parfois présentes, un regard fuyant, une peur ponctuelle, mais elles perdirent peu à peu de leur équité. Quelques mois plus tard, dans un jardin que Madeleine aimait, on vit les premiers fruits concrets. Une petite bibliothèque mise à disposition des aînés, un groupe de marcheurs hebdomadaires et une équipe de bénévoles qui s'étaient engagés à faire des visites régulières. Le projet, financé en partie par Antoine, en partie par des subventions locales et des dons, avait réussi à créer un réseau. On parlait moins d'objets retrouvés que de vies rendues moins isolées. Le regard d'Antoine changea. Son rapport à la richesse prit une nouvelle signification. Il ne s'agissait plus d'accumuler, mais de distribuer du temps. Lorsqu'il retrouvait la photo de deux, encadrée dans le salon, il souriait d'une tendresse différente. Il se souvenait des matins où Madeleine l'avait veillé, des soirées où elle s'inquiétait silencieusement. Il se savait redevable non pas pour l'argent, mais pour l'affection donnée sans compter. La justice, de son côté, fit son chemin. Jonas fut interrogé, et bien que la procédure fût lente et respectueuse des présomptions, il dut reconnaître une part de responsabilité dans l'exploitation de personnes vulnérables. Le trait judiciaire, toutefois, ne fut pas le cœur de l'histoire. Ce qui compta davantage fut la reconnaissance publique que l'on donna à une problématique sociale. L'isolement des personnes âgées est un terrain fertile pour les abus, et il nécessite une réponse collective, non des condamnations individuelles. Parfois, au crépuscule, Antoine et Madeleine regardaient par la fenêtre, la maison semblant respirer d'un rythme moins haletant. Madeleine parlait peu, mais chacun de ses gestes avait retrouvé une place. Elle se mettait à tricoter, à recevoir des voisins et à annoncer parfois aux absents que tout allait mieux. Ces mots n'étaient pas une fin, mais une avancée. La vérité qui avait déchiré leur quotidien avait aussi ouvert une voie. La reconnaissance que l'amour peut blesser si on ne le partage pas avec clarté. La certitude que la présence, même imparfaite, est souvent le remède le plus sûr. Un dimanche, alors que le soleil d'hiver éclairait la table de la cuisine, Patricia vint s'asseoir auprès d'eux. Elle avait changé. La dureté de ses premières réactions avait fondu en une disponibilité plus humble. Elle prit la main de sa mère, la serra, puis leva les yeux vers Antoine. « Merci », dit-elle simplement. Les mots n'effaçaient pas les mois d'aveuglement, mais ils scellaient une volonté nouvelle, ne plus laisser la honte gouverner les gestes d'amour. Le projet social connut des approches nouvelles, une campagne de sensibilisation, des ateliers sur les droits des personnes âgées et un réseau de correspondants de quartier. Des voisins agirent, des amis s'organisèrent pour assurer des courses et des transports.
la petite communauté devint un exemple discret mais efficace de ce que la solidarité peut produire quand elle est pensée pour durer. Antoine, modestement, demanda à ce que la maison de sa mère serve aussi de point de rencontre pour les premiers ateliers, rendant ainsi la blessure transformée en lieu d'apprentissage. Sa mère, d'abord surprise, se prit au jeu d'accueillir d'autres voix et de témoigner. Avec le temps, les marques physiques s'estompèrent davantage. Les traces sur les bras de Madeleine restèrent comme un rappel, mais elle n'était plus le centre de son identité. Sa dignité reprit sa place, moins fragile qu'avant. Antoine, souvent, réfléchissait à la manière dont l'argent servait d'illusion. Il croyait qu'en payant, on remplaçait l'attention. Il avait appris que l'argent pouvait arrondir des besoins matériels, mais qu'il ne pouvait pas combler l'absence d'une présence aimante. Dans son cœur, la culpabilité se transforma en énergie créatrice. Il consacra une part de son activité professionnelle à soutenir des projets à visée sociale, convaincu que la retombée la plus solide de sa fortune serait celle qui renforcerait le tissu humain. Le dernier chapitre, s'il en fallait un, ne fut pas un dénouement spectaculaire, mais une série de modestes confirmations. Un matin, Madeleine se leva, prépara le petit déjeuner et invita une voisine à la table. Elles rirent d'une anecdote ancienne. Antoine, qui venait d'arriver, resta un instant en silence, observant la scène. Il sentit une paix qui n'était pas totale, mais qui avait le mérite d'être durable. Il savait que la vie était faite de cycles. Il savait aussi que parfois, une révélation pouvait donner la force d'inventer un lendemain meilleur. Avant de quitter la maison ce soir-là, il prit la photo encadrée, celle de deux plus jeunes, remit-la sur la console, puis posa sa main sur l'épaule de sa mère. « Je suis là », dit-il sans emphase. Elle leva les yeux, sourit, et dans ce sourire, il y avait toute une histoire. La reconnaissance d'un amour qui avait pris le chemin de l'erreur, puis celui de la réparation. Ils ne purent effacer les années où l'isolement avait creusé des rides de plus, mais ils avaient choisi, ensemble, d'en faire une leçon utile. Si vous avez été touché par cette histoire, partagez-la. Parlez-en autour de vous, soutenez les initiatives locales pour les personnes âgées et rappelez-vous que la présence compte, parfois davantage que tout l'or du monde. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits qui nous rappellent que la dignité se préserve par l'attention et l'action. La maison reprit son souffle et, pas à pas, la communauté apprit à veiller. L'échange entre argent et temps fut rééquilibré par des gestes simples. Une visite, un appel, une chaise laissée libre à côté d'une autre. Dans ce rééquilibrage, Madeleine retrouva la place de femme entière qu'elle n'aurait jamais dû perdre. Antoine apprit à être non seulement un fils généreux, mais un fils présent. Et la petite ville se dota d'un filet de protection qui, espéra-t-on, éviterait à d'autres de connaître le même silence. La vérité découverte ce jour-là changea tout, non parce qu'elle condamnait, mais parce qu'elle permit de réparer, d'apprendre et de construire ensemble.